Alors bonjour, bienvenue dans cette matinale qui continue ici depuis Cannes. Merci à Stéphane Singier, aux équipes de Cap Digital, merci aussi aux intervenants. Effectivement, on entre désormais dans une nouvelle phase de discussion qui va concerner le rapprochement du gaming et du cinéma, précisément là où vous finissez votre table ronde à Paris. Dans ce contexte-là, nous sommes ici sur une matinale Métropole Nice-Côte d'Azur, village francophone Nice-Côte d'Azur. Et à mes côtés, il y a Arnaud Bordas, fidèle complice. Arnaud Bordas, qui est, comme moi, conseiller technique ICC au sein de Team Côte d'Azur. Alors, Arnaud, allons-y. Un beau chapitre, une belle discussion. Oui, oui, tout à fait. Ben, après les studios du futur, là, comme tu l'as souligné, qui étaient animés par Stéphane Singier. Donc maintenant, on va aborder une deuxième table ronde qui, elle, est axée sur le sujet du nouveau marché du jeu vidéo et du cinéma et des ponts qu'on peut dresser entre les deux à l'heure actuelle, de la manière dont ces deux industries peuvent se rejoindre. On a pour ça invité quatre acteurs de ces secteurs-là qui ont répondu à notre invitation. On les en remercie. On a un beau plateau là et on va peut-être les présenter rapidement avant de les laisser se présenter de manière un peu plus détaillée et de présenter leur société. Donc, on a avec nous Alexandre Sodinos, qui est le directeur de Neo7. C'est une société d'effets spéciaux spécialisée dans les fameux LED stage, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. On a également Xavier Roussel, qui est le directeur de l'école Isart Digital, qui est la deuxième école de jeux vidéo au monde, qui est installée à Paris et à Montréal. On a également avec nous Raphaël Curula, qui est, je crois, en duo avec Xavier Roussel, qui est le directeur de production de Zachtoon, qui est une société de production d'animation, qui a quelques beaux succès à son actif, dont notamment la série animée Ladybug. Et enfin, on a Sébastien Janin, qui est producteur et cofondateur de la société de production Media Musketeers. Et il va nous en parler, qui travaille notamment à l'heure actuelle sur pas mal de projets passionnants, de séries télé. Voilà, donc je pense qu'on peut maintenant faire un petit tour de table rapidement, peut-être dans l'ordre où je les ai cités, pour que chacun se complète un petit peu la présentation rapide que j'ai fait d'eux. Donc Alexandre Sodinos, bonjour. Bonjour. Bonjour, ouais, donc moi je suis un des deux fondateurs d'une société qui s'appelle Neo7. Donc Neo7, on est une assez jeune startup, on a tout juste un an. En fait, pour refaire un tout petit peu le background, moi j'ai un background plutôt geek, plutôt jeu de rôle, jeu vidéo et plutôt surtout technologie innovante de l'image. Donc ça fait 15 ans que je travaille dans le secteur de la télévision et du cinéma, plutôt sur les technologies innovantes comme par exemple la 3D relief quand c'était innovant dans un autre temps. Voilà. Et puis d'autres, voilà, on se suis un peu intéressé à la VR, à toutes les technos un peu récentes. Et puis mon associé, qui est là aujourd'hui, Jérémy Tordowski, lui est vraiment un chef machine au cinéma, enfin, qui a passé 20 ans comme chef machine au cinéma, qui a fait des très très gros projets. Lucide, Besson, Transporteur, des trucs assez costauds. Donc, il y a une vraie expérience très, très concrète des plateaux de tournage. Et en fait, on a réuni aux deux expériences, donc lui, vraiment l'expérience très concrète des plateaux et des besoins des plateaux, et puis moi, le côté un peu plus geek, pour proposer en France le type de solution qui a été développé pour la série Star Wars The Mandalorian, c'est-à-dire ces fameux LED stage, c'est-à-dire ces studios avec des murs LED géants qui permettent de remplacer les fonds verts. En se basant sur une technologie qui est Unreal Engine, donc qui est une technologie de gaming. Donc, on est vraiment une de ces sociétés qui essaye de faire le pont entre les technologies qui viennent du jeu vidéo et les technologies du cinéma et d'adapter l'une à l'autre de manière ergonomique et cohérente d'un point de vue tarifaire. Ouais. Parfait. Ouais, bah, je pense qu'on a bien saisi la synergie là, au centre de laquelle tu te retrouves. Xavier, Xavier Roussel, si tu peux nous dire un petit mot, compléter ce que j'ai dit sur la belle aventure qu'est Isart Digital. Oui, alors Isart Digital, c'est une école qui est vraiment centrée sur les métiers du jeu vidéo, donc avec plusieurs spécialisations.
et aussi donc de l'autre côté sur la partie film, d'animation et surtout effets spéciaux. Et effectivement, donc nous, par exemple, on est fan de tout ce qui est nouvelles technologies. On a un fond vert, mais c'est vrai que tout ce qui arrive avec les écrans LED nous intéresse au plus haut point. C'est pour ça que nous sommes d'ailleurs rapprochés de Neo7 avec Alexandre, qui gentiment nous dit gardez votre fond vert, gardez-le, parce qu'il peut être encore très utile. Au contraire, c'est très complémentaire, donc ça, c'est très bien. Et voilà, et c'est vrai qu'on est passionné aujourd'hui parce que nous, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt de voir les technologies du jeu vidéo émerger sur la partie production film, puisque nous sommes nous-mêmes sur les deux terrains. Et effectivement, c'est très heureux parce que cette dualité s'estompe pour au contraire apporter des facilités, des moyens, que ce soit technologiques, mais aussi derrière pour pouvoir peut-être faire ce qu'on appelle le transmédia, c'est-à-dire que finalement, ce qui a servi pour le film puisse enfin servir pour le jeu. Et c'est la note positive que j'ai retenue d'ailleurs de la dernière conférence là, de Cap Digital, où justement il y a cette économie de moyens qui est en train de naître et enfin les gens se parlent des deux côtés. Pour nous, c'était déjà le cas, mais aujourd'hui, on va dire que l'industrie est en train de le faire. Voilà. Merci Xavier. Raphaël Curula, directeur de production Zactoon. Raphaël qui est un grand veilleur technologique. Raphaël, on vous laisse vous présenter. Bonjour, moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience, que ce soit dans le jeu vidéo, l'animation ou les VFX. En fait, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo à Los Angeles pour Atari. Et déjà à l'époque, moi, un de mes premiers jeux avait été fait sur le moteur Unreal, donc le moteur d'Epic. Après ça, je suis allé travailler sur des longs métrages d'animation qui ont été faits en France, notamment Les Moins Moches et Méchants, Mignons comme des bêtes pour Illumination. Et par la suite, j'ai développé une expérience en production VFX, où j'ai travaillé notamment pour MacGuff, pour YouMedia, pour Digital District. Et j'ai pu voir en fait comment ces trois domaines en fait se rapprochaient tout doucement les uns des autres. Et une de mes expériences récentes m'a amené à travailler sur une série d'animation qui est faite sur un moteur de jeu vidéo qui est Unity, et voir justement comment on peut utiliser toutes ces nouvelles technologies, notamment dans la narration. Merci Raphaël. Alors, du rapprochement technologique, mais du rapprochement aussi narratif entre Narratif, le jeu vidéo et le cinéma, il va être amplement question sur cette table ronde. Dernier interlocuteur, bien sûr, Sébastien Janin, producteur. Transmédia, vous connaissez très bien au sein de Média Mousquetaire. Oui, merci. Bonjour à tous. Je voulais simplement donc présenter la société dont je m'occupe avec mes associés. Média Mousquetaire, c'est une société qui a 2 ans, qui se trouve être en fait une conséquence de l'expérience précédente que j'avais pu avoir avec l'un de mes associés, puisque j'ai travaillé pendant une dizaine d'années chez Apple, où je m'occupais de l'activité cinématographique, pendant que mon associé, lui, s'occupait de la production, enfin de la distribution et des nouveaux schémas de financement et créatifs pour la télévision. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette conversation, c'est effectivement de pouvoir aborder tous les sujets qui sont tout d'abord les opportunités éditoriales et créatives qu'apporte justement le jeu vidéo avec ses capacités de création d'univers, de nouveaux univers et aussi des moyens techniques qui s'y rapportent. Et puis par ailleurs des opportunités financières qui peuvent être déclenchées par le fait que le transmédia ou la convergence des différents types de contenus auxquels on pourrait associer la musique, le podcast ou d'autres éléments qui viennent compléter en fait le setup de la production aujourd'hui. Voilà. Et puis par ailleurs, juste un point, nous sommes aujourd'hui en production en Afrique du Sud et à l'île Maurice sur une série qui est plongée dans l'univers des jeux vidéo. Et pour lequel on a un élément d'effets spéciaux très très important dans notre budget, qu'on va utiliser tout autant pour la série en elle-même, mais aussi pour développer d'autres projets connexes qui seront dans une économie de moyens, comme j'ai pu entendre précédemment. Voilà, c'est la présentation. Merci beaucoup Sébastien. Alors juste pour poser le cadre, parce qu'on doit quand même
parler d'une particularité marketplace. Depuis 2 ans, il y a un grand boom du jeu vidéo. Pour le poser, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Raphaël, à propos justement d'Atari et de Warner. Moi, je voudrais synthétiser voilà, et très rapidement. Au départ, on a des studios de cinéma, en l'occurrence Warner Bros., qui n'hésitent pas à racheter Atari. C'est en 1976, parce que Warner veut effectivement ouvrir une branche entertainment digital. Cette branche Atari, quand même, ancienne Atari, donc va réaliser à peu près un tiers du chiffre d'affaires de Warner dans les années 80. Et puis, on se retrouve dans une autre dimension quand Ubisoft devient Ubisoft Motion Picture en 2011, jusqu'à coproduire avec Sony, effectivement, Assassin's Creed en 2016. Donc, ça veut dire que des deux côtés, cinéma, gaming, le lien se fait. Mais quand même, il faut peut-être parler tout de suite de la spécificité du marché, parce que le jeu vidéo explose. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir le retour de Xavier Roussel, justement, sur le marketplace jeux vidéo. Alors, c'est vrai que, franchement, le confinement a vraiment arrangé les affaires du jeu vidéo parce que, d'abord, il y avait cette adaptation naturelle qui s'est faite des studios. Bon, ça l'a fait aussi, je pense, pour les films d'effets spéciaux, mais ça a été peut-être sûrement plus dur parce qu'il y a quand même une réalité de tournage, etc. Mais pour le jeu, déjà, en termes de consommation, on n'est pas dans des salles, on est chez soi, donc forcément, naturellement, il y a eu un bond depuis 3 ans du jeu vidéo, hein, lié à tout ça, qui s'est maintenu et qui s'est renforcé. Donc, on est à 174 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Là, c'est les chiffres des statistiques Statista qui donnent tous les ans un peu le là de ce qui se passe, contrairement au cinéma qui s'est complètement effondré avec 70% de ses revenus en baisse, liés bien sûr principalement aux salles. C'est vrai que, je dirais, on est dans 2 modes de fonctionnement alors différents et en même temps convergents, puisque je dirais les Netflix et Amazon Prime sont là pour faire et soutenir la production de films, puisque nous, de notre côté, en termes d'étudiants, je vais vous dire de positionnement par rapport aux demandes des professionnels, on assiste sur le film et les effets spéciaux à un boom des productions qui fait que ça a maintenu complètement, nous, les objectifs d'avoir 100% de nos étudiants en films et effets spéciaux positionnés sur le marché. Donc, c'est tout le paradoxe, c'est qu'effectivement, je pense que les chiffres sur le cinéma ne sont pas forcément les bons parce que il faut quand même dire que Netflix ni Amazon ne veulent communiquer sur leurs chiffres. Mais en gros, c'est pour ça que je ne veux pas caricaturer, je dirais, cette histoire-là. C'est-à-dire que la consommation des films, elle a aussi explosé, puisque forcément, les gens restent chez eux, ils ont besoin de s'évader. Donc, ils peuvent jouer, mais ils peuvent aussi regarder des films. Et je dirais, on sait que combien aujourd'hui les productions sont là et je dirais les investissements aussi derrière. Nous, en tout cas, on le voit par rapport, c'est un élément marquant, hein, nos étudiants sont mais directement récupérés à la sortie de l'école et d'une manière nette, je dirais, peut-être plus qu'il y a encore 3 ans avant le Covid. Donc voilà, je veux pas, voilà, je voudrais pas caricaturer l'industrie, même si effectivement le jeu vidéo a eu plus de facilité à se produire parce qu'il n'y avait pas ces problématiques d'adaptation par rapport au confinement et je dirais, au schéma lié aux distanciations sanitaires. Donc effectivement, le jeu a très vite continué à se produire avec des gens qui se mettent chez eux. On n'a pas besoin de studio ou très peu. Donc oui, voilà, je pourrais m'arrêter là parce que je dirais c'est clair que il n'y a pas de dualité. Le cinéma s'est adapté et aujourd'hui vous êtes tous, je crois, dans des productions normalisées. Vous avez réglé vos problématiques liées à ça. Et là, peut-être les professionnels du cinéma peuvent peut-être parler sur la partie film de ce qu'ils ont vécu eux sur les 2 dernières années. À ce niveau-là, peut-être. Oui, Xavier, mais alors d'ailleurs. Pour rebondir sur ce que tu dis, Xavier, on sort d'un film Netflix et je peux t'assurer que les plateformes vont très, 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 très bien. Hein. Voilà. Les Netflix, voilà. Amazon, ça cartonne, ça tourne non-stop. Tous les loueurs de matériel disent qu'ils n'ont jamais vu ça, en fait. Là, depuis la sortie du confinement, il y a une demande hallucinante. Et ce qui s'est passé pendant le confinement, évidemment, c'est que les plateformes, je ne connais pas leurs chiffres, mais
Mais la question, si je peux me permettre, il y a une question, la question du modèle, de toute façon, et c'est une vraie question. Là, ce que vous avez abordé lors de votre dernière intervention recouvre énormément d'aspects différents. Et effectivement, Alors la attends, partie créative. Sébastien, excuse-moi de te couper, mais justement, j'avais Ouais. une question peut-être pour le producteur que tu es, tout en rebondissant un petit peu sur ce que viennent de dire Xavier et Alexandre. Mais il y a quelque chose qu'on constate effectivement. Alors, on a parlé de cet écroulement de la fréquentation salle, hein, bon, qui est en train de redémarrer. Apparemment, on voit un blockbuster comme Kong versus Godzilla, là, qui était produit par Warner. Et qui sortait pourtant en même temps sur les plateformes que la salle et qui a quand même engrangé là, en très peu de temps 500 millions de dollars de recettes mondiales, quoi, hein. Enfin, c'est peut-être un peu plus proche de 450 que de 500, mais c'est quand même assez gros pour une reprise. Donc, et moi, la question que je voulais poser au producteur que tu es, c'est qu'on a quand même pour l'instant, on va dire, un facteur de prestige lié au cinéma. C'est-à-dire en général, comme on est de plus en plus dans une logique économique de franchisation, hein, et déjà depuis pas mal de temps, parce qu'en fait la crise n'a fait qu'accélérer ce qui était déjà en place, cette franchisation en général, elle part souvent du cinéma ou de la série télé, mais elle part souvent de la narration audiovisuelle et après elle se répand de manière transmédia sur le jeu vidéo, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton avis de producteur là-dessus. Alors Sébastien. déjà, euh, nous sommes essentiellement, on fait de l'audiovisuel, donc de la production télé et de fiction, d'accord? Maintenant, mon histoire, c'est une histoire j'ai travaillé 25 ans de ma vie dans le cinéma. Je pense qu'il y a une confusion, en fait, quand on parle le boulot de producteur, c'est un boulot qui est un boulot de fabrication. Et donc, du coup, la question du financement se pose au moment du financement et pas liée nécessairement à l'exploitation, puisque le film, il est fini et financé avant d'être sorti. Donc, l'exploitation en elle-même relève d'une autre question, qui est la question de la répartition des revenus et du mode de consommation. Je pense qu'il y a un aspect réglementaire très important en plus, en particulier en France, mais qui se retrouve dans le business dans un certain nombre d'autres pays, qui fait qu'il y a une obligation de sortir les films en salle pour les qualifier pour un certain nombre de points, qui sont des points d'acquisition télévision, par exemple, de droits télé, mais aussi d'autres aspects, puisque maintenant ça va recouvrir aussi les obligations des plateformes. Donc, et la question de savoir pour une plateforme s'ils font de l'audience ou pas, n'est pas vraiment... évidemment que c'est une question, mais c'est pas le point crucial. Une plateforme, c'est un système d'abonnement pour la plupart, puisque c'est donc un modèle qui se rapproche beaucoup plus des modèles telco, donc des questions d'optimisation de churn, c'est-à-dire de rétention d'abonnés. Et donc, ils peuvent avoir un intérêt à produire des séries qui vont toucher une population avec une audience finalement assez faible en nombre, mais extrêmement puissante en termes de prescription. Donc, vous avez des logiques qui sont des logiques plutôt marketing, plutôt que simplement de regarder le nombre de tickets vendus en salle. Et je peux vous assurer qu'en tant que producteur, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui voient ce qu'on appelle des overages une fois que le film a un succès, où que ce soit, en salle. Et je peux vous dire ça parce que j'ai effectivement vendu des films dans le monde entier. Aujourd'hui, on fait une adaptation d'un film qui s'appelle Un prophète, qui a été réalisé par Jacques Audiard il y a quelques années. On le fait en série. Et ce film a eu du succès en salle, par exemple en Angleterre. Je ne suis pas certain que le producteur en ait eu les retombées économiques directement dans ses reportings. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours nuancer entre, je pense, l'exploitation en salle, le fait que des gens aillent voir les films en salle, par exemple, et le fait que les créatifs, que ce soit les auteurs, réalisateurs, mais aussi les producteurs, y aient un intérêt immédiat, on va dire. Donc voilà, c'est simplement, je suis désolé, je voulais juste faire cette clarification. Non, aucun problème. Ce qui me permet, au contraire, votre intervention me permet de peut-être recentrer auprès de Raphaël Curula sur une question qui est centrale, qui est de dire aujourd'hui, est-ce que le photoréalisme ou la photoréalité, le fait que finalement un film devienne un jeu vidéo et qu'un jeu vidéo soit filmiquement un film, c'est aussi quelque chose aujourd'hui de central. Et est-ce que les grands studios se dirigent tous, de jeux vidéo bien sûr, se dirigent tous vers cette dimension?
La dimension de photoréalisme, vous voulez dire? Oui, oui, effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des grands studios se disent on va faire comme si on faisait un film. Et hélas, ça implique qu'ils prennent les codes du cinéma, mais ce n'est pas du cinéma. Il y a toujours, on a toujours un peu ce recul par rapport à la 3D pour pouvoir ressentir également ce que ressent un personnage. Ça, c'est quand on va au cinéma, c'est indéniable, mais quand on voit un personnage en 3D, comment faire en sorte pour qu'on ressente les choses? Alors, ça vient d'où? Ça vient de la narration, la plupart du temps. Et on a vu que le jeu vidéo, depuis une quarantaine d'années, essaie de s'approprier un peu un certain nombre de codes cinématographiques. Euh, Parfois, ça réussissait, parfois, ça ne réussissait pas. Je trouve que c'était plutôt, je ne vais pas dire un échec, c'est plutôt mitigé. Ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est en gros le jeu entrecoupé de cinématiques qui sont là pour justifier l'expérience interactive, pour justifier le jeu. Les Français, comme Quantic Dream et Dontnod, avec des jeux comme Heavy Rain, Détroit, Life is Strange, ont essayé quelque chose d'autre. Ils ont essayé le jeu narratif. Ça rencontre quand même pas mal de succès. Ça n'a pas la même dimension, on va dire, interactive qu'on peut voir dans des jeux comme Call of Duty qui sont beaucoup plus action. Mais ils ont réussi les Anglais de Rockstar aussi. Hein. Les Anglais de Rockstar, tout à fait. Tout à fait. Mais à contrario, je trouve que le cinéma a mieux réussi à adapter depuis quelque temps certains codes du jeu vidéo au niveau de la narration notamment. On voit que Netflix a pu sortir par exemple un Baby Boss, un épisode spécial interactif. Ils ont sorti, c'était Black Mirror, Bandersnatch, un film interactif. Et le cinéma a beaucoup plus tendance à s'approprier les bons codes du jeu vidéo que le jeu vidéo à faire l'inverse. Et je vais juste vous donner un exemple. Quand on écrit un film, un scénario de film, il y a ce qu'on appelle l'exposition. L'exposition, c'est là où vous donnez le maximum d'informations pour pouvoir comprendre le reste de la série ou du film. Par exemple, dans Matrix, c'est Morpheus qui va expliquer à Neo comment fonctionne la matrice. Dans Retour à le futur, c'est Doc Brown qui va expliquer comment fonctionne le voyage dans le temps. Et ça, c'est fait de manière généralement cachée quand c'est bien écrit. Et dans le jeu vidéo, je trouve que c'est l'équivalent, c'est les cinématiques. Et les cinématiques, c'est on balance tout au joueur d'un coup. Voilà mon histoire. Tu ne peux pas jouer, tu es coincé. Et une fois que tu as regardé tes 5 ou 10 minutes d'animatique, tu peux enfin jouer. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose à faire pour que le jeu vidéo commence à s'approprier pas s'approprier, mais adapter les codes du cinéma pour pouvoir trouver son propre rythme, sa propre expérience. Alors justement, sans aller trop longtemps sur le sujet avec vous, vous parliez tout à l'heure de David Cage, Quantic Dream, qui rêve de cinéma, effectivement les cinématiques ultra célèbres de Last of Us, de Beyond Two Souls, etc. Vous m'avez bluffé, vous nous avez bluffé en nous faisant parvenir justement un footage que malheureusement on ne pourra pas regarder ensemble, qui est un produit technologique aujourd'hui providé par Intel, qui permet effectivement globalement temps réel d'ajouter de la photoréalité à un jeu vidéo. Oui, alors ça c'est plutôt des innovations technologiques qui font appel à des game programmeurs bas niveau, c'est-à-dire qui vont vraiment savoir utiliser la tech pure, c'est-à-dire des processeurs. Donc là, c'est Intel justement qui l'a fait en l'occurrence. Et là, c'est effectivement du mappage temps réel sur le jeu GTA V où on rajoute avec une intelligence artificielle qui va pouvoir implémenter des vraies images, je dirais, et les mapper, un peu comme des techniques de cinéma où on fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, des travelling avec une vraie picture, mais en fait, on donne de la profondeur. Ça s'appelle du mappage. Caméra de reprojection. Exactement, merci. Caméra mapping. Et ben, c'est un peu la même chose avec le jeu vidéo. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, effectivement, là, on vous l'avait, je dirais, balancé là, pour que vous puissiez éventuellement la mettre. Là, vous ne pouvez pas, bon, tant pis. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et ça,
c'est vrai que le jeu vidéo a plein de surprises comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le film est révolutionné aujourd'hui par le jeu. Et c'est intéressant de voir à quel point l'innovation dans l'histoire des deux côtés montre que d'un côté, effectivement, pour le film, bon, il y a la péloche, après on est passé au numérique. Il y a, comme le disait tout à l'heure Alexandre, qui était un grand spécialiste de la stéréoscopie sur Dommage. voilà, sur le film. Moi, je vous avoue, j'étais aussi un grand fan de la stéréoscopie. Je pense qu'elle était très mal vendue et c'est pour ça aussi que, enfin, chacun a son petit élément de pulse pour dire pourquoi ça a merdé. Mais en tout cas, voilà, on peut dire aujourd'hui, voilà, le nouveau paradigme qui change, c'est effectivement l'arrivée d'Unreal et puis les écrans LED. Bon, il y a eu le fond vert avant, mais ce que je veux dire, c'est que pour le jeu, j'ai l'impression que si on devait comparer à l'automobile, aujourd'hui, on a des vaisseaux spatiaux qui volent, quoi, je dirais, dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que ce que j'aime dans le jeu, c'est de dire que déjà, ça a toujours été le hardware qui a quand même à chaque fois révolutionné. Donc, c'est vrai qu'avec Raphaël, on se disait c'est les consoles qui ont donné des rythmes de révolution, entre guillemets, d'image et de rendu. On le voit encore cette année, l'année dernière, avec la PS5 et la dualité qui a été, enfin, le duo qui a été celui Unreal 5 et PS5. En plus, les chiffres s'alignent et ils ont fait une méga démo extraordinaire où on a des nouvelles manières de faire du photoréalisme temps réel qui est vraiment celui du cinéma. Voilà, grâce à des techniques, je dirais, de pixelisation plus je dirais, de lighting aussi, temps réel, qui sont absolument fabuleuses. Et c'est vrai que, je dirais, on parlait d'immersion, c'est-à-dire ce que disait Raphaël, c'est le fait qu'il y a des jeux qui finalement essaient de mimer le film et qui n'y arrivent pas parce qu'effectivement, on a des limitations, on va dire, techniques de transmettre l'émotion, surtout par les faciès. Et je pense que finalement, le jeu, là où il arrive le plus à transmettre de l'émotion, c'est dans l'interaction finalement. C'est pas dans cette mécanique psychique de transmettre de l'émotion à travers des personnages qu'on regarde, mais plutôt de le vivre. Et c'est vrai que c'est là où le jeu réussit le mieux, c'est que finalement, quand vous vivez l'expérience de comprendre un jeu, parce qu'on va vous l'expliquer plutôt sur des mécaniques que vous allez découvrir au fur et à mesure, c'est aujourd'hui le nouveau mode, justement, enfin, c'est ce mode-là maintenant qu'on fait, plutôt que d'avoir une cinématique qui vous explique le jeu. Aujourd'hui, c'est vrai que la tendance, c'est plutôt de découvrir et d'expérimenter soi-même dans l'interaction toutes les mécaniques de jeu qu'il va y avoir pour bien comprendre comment on va pouvoir jouer. Et c'est vrai que cette recherche de l'émotion, finalement, on la retrouve grâce à la techno. Et donc, je fais encore le parallèle avec la techno, notamment avec l'immersion qui est énorme avec la VR. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je peux parler de l'expérience que je vois tous les jours avec mes enfants qui jouent aux jeux vidéo. On a bien sûr quasiment toutes les consoles. Je dirais une chose, c'est que mon garçon, lui, il joue sur une console ou sur un PC avec une manette, et mes filles, finalement, le jeu, à un moment, c'était un temps soit peu sur du Twitch, sur de la Switch, avec notamment Animal Crossing, qui est un jeu qui est très, on va dire, kawaii, comme disent les Japonais, c'est-à-dire tout mignon, vous jouez des animaux qui sont des personnages, etc. Mais clairement, elles ont été vers quoi? Vers la VR, parce que la VR, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui le moyen de pouvoir jouer naturellement avec le corps sans avoir besoin de maîtriser les boutons sur une manette ou sur un clavier d'ordinateur, des touches. Et en fait, moi-même, je vous avoue, j'ai été pris corps et âme par des jeux qui m'ont fait penser que j'étais dans un film. Et alors, avec des rendus qui n'étaient pas du tout ceux du film, mais plutôt avec des scènes d'action qui sont celles, et je donne comme exemple John Wick, par exemple, où vraiment, ce jeu d'ailleurs ne dit pas son nom parce que sinon il devrait payer des royalties à John Wick, mais en fait vous avez des mecs en costard noir que vous devez dézinguer et vous tournez dans tous les sens, vous bougez dans tous les sens, vous devez éviter des obstacles, vous êtes dans une chorégraphie, d'ailleurs il y a même une vidéo, je pourrais vous balancer, qui montre la chorégraphie que fait une joueuse en rythmant avec la musique, parce qu'il y a la musique. Et donc, tout ça fait que finalement, vous vous retrouvez dans du code John Wick, mais avec un rendu qui est celui
du temps réel d'un casque où tout est intégré. Donc, vous avez cette liberté aussi d'action où vous n'avez plus de câble qui vous relie à un PC, mais vous êtes complètement en autonomie dans un espace que vous dessinez au sol chez vous pour dire voilà mon terrain de jeu adapté à chez soi. Et c'est là où c'est extraordinaire parce qu'en fait, finalement, là aussi, le jeu vidéo parfois peut être malin et va récupérer certains codes du film pour vous faire ressentir une scène finalement sans en avoir besoin de payer les droits. Là, c'est vraiment le cas. Et où finalement, il y a une sorte de passerelle naturelle qui peut être faite quand c'est. Alors, Xavier, voilà. Xavier, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que je pense, moi, à mon avis, qu'on va effectivement, alors que ce soit dans la technologie cinéma ou jeux vidéo, de plus en plus vers la dématérialisation des outils techniques physiques. C'est-à-dire, tu as parlé de la stéréoscopie tout à l'heure. C'est vrai que James Cameron, qui avait été clairement un game changer avec le premier Avatar, il est en train de travailler sur les suites d'Avatar de manière à enlever les lunettes, qui ont toujours été un souci pour les spectateurs. Et c'est vrai que donc moi, je pense qu'il y a clairement une convergence là-dessus. Après, l'échec de la stéréoscopie, on peut en parler, hein, mais bon, je pense que les exploitants, ils ont leur un petit peu leur tort aussi là-dedans, la manière dont ils ont géré la 3D. Mais bon, après, c'est un autre débat. Mais justement, sur les outils du gaming, moi, Alexandre, je pense que tu as une personnalité un peu à part, toi, dans le monde de la techno des VFX, c'est que tu es à la fois un techno, mais aussi un narrateur, puisque tu es aussi scénariste, et que c'est, je pense, très important, que ce soit d'ailleurs dans le jeu vidéo comme dans le cinéma, de jamais perdre de vue dans ces industries qu'on s'adresse en fait à des gens à qui on raconte des histoires, à un public. Et justement, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure avec Unreal par rapport à ta techno des late stage. Mais est-ce que justement les outils du gaming sont-ils les seuls dans la révolution du temps réel, quoi? Ouais, en fait, oui et non. Oui, oui, vous m'entendez? Ouais. Oui et non. Alors, en fait, moi, le parcours, tu parlais de narration. Moi, ce qui est amusant, c'est que ce qui m'a emmené en fait vers ces technos, que ce soit d'ailleurs la stéréoscopie ou aujourd'hui les late stage ou autre chose. Je ne sais pas si on m'entend super bien. J'ai l'impression que ma connexion est super instable. On t'entend. Ouais, je vais couper ma vidéo. Ouais, vous m'entendez, d'accord. Bon, je coupe la vidéo. Donc, ouais, ce qui m'a emmené en fait vers tout ça, c'est plutôt l'écriture des scénarios en fait. C'est que moi, je réalise et j'écris par ailleurs. Et que ça soit la stéréoscopie où j'avais envie de connaître les limites de cette technologie pour pouvoir raconter des histoires en relief, c'est la narration qui m'y a emmené. Et sur les studios virtuels, donc les studios à mur de LED, en fait, c'est parce que j'étais sur un scénario de médiéval, pas médiéval fantastique, médiéval historique, très compliqué et très cher à tourner en réel ou en fond vert classique. Et c'est en fait en découvrant cette technologie que je me suis dit que c'était ça la solution. Et quand je me suis tourné vers les grands acteurs des effets spéciaux en France, les gens connaissaient mal ou pas cette technique il y a... Ah, on ne t'entend plus, Alexandre. L'image a bugué, on ne t'entend plus là. Bon, alors... Bon, alors en attendant qu'Alexandre revienne, moi j'ai une question pour Sébastien. Sébastien, en 2019, Netflix déclare notre concurrent direct, c'est Fortnite. Et alors là, tout le monde dans le Landerneau se dit ah bon, c'est Fortnite, donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Netflix va jouer un peu le jeu façon Apple avec Arcade sorti en 2019? Est-ce qu'ils vont créer des bundles carrément de jeux vidéo? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire quand même? Ils ont dans le pipe à peu près une quinzaine, vingtaine de projets de tournage issus du jeu vidéo, que ce soit en live action ou en animation. Est-ce qu'il n'y a pas, Sébastien, un phénomène d'accélération qui amène quand même globalement le jeu vidéo à se rapprocher énormément du cinéma? Alors,
pour le coup, je sais absolument pas quelle est la stratégie sous-jacente de Netflix parce que ouais, déjà ça change régulièrement du fait même de la du marché en lui-même, donc des besoins qu'ils peuvent avoir. Mais effectivement, de toute façon, aujourd'hui, la source des idées en général se diversifie énormément. C'est-à-dire que les agents qui étaient les CIA ou WMI aux États-Unis signent maintenant évidemment des jeux vidéo, mais pas que, des podcasts. Tout est bon à prendre, et en particulier des idées qui sont fortement scénarisées et fortement développées, ce qui est le cas du jeu vidéo. Après, il est vrai, et je rejoindrai ce qui a été dit sur le sujet, c'est qu'il y a un problème d'écriture qui est clair. C'est-à-dire que c'est différent d'écrire une série et d'écrire un jeu vidéo. Et il y a plein d'avantages à s'extraire de la contrainte technique du développement du jeu vidéo qui est assez lourde et qui nécessite un certain nombre d'aspects qui sont différents de ceux du film ou de la série. Mais clairement, ça a un impact sur l'écriture. Donc, tu peux pas tout simplement dire demain tu vas faire Assassin's Creed en film comme ça, quoi. Ça nécessite une grosse réflexion en profondeur de ce que tu peux extraire de la substance du jeu pour en faire quelque chose qui va avoir de l'énergie et de la capacité je suis désolé, je trouve pas mes mots, je me vandamise, mais that has legs, comme ils disent les Américains. Donc voilà, mais cela étant, on se rejoint, c'est-à-dire que la réalité de toutes ces plateformes, c'est qu'elles veulent attirer un public, et en particulier Netflix. Ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est des projets qui vont vraisemblablement avoir un public le plus large possible en termes d'audience. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir rajeunir. Si les chaînes de télévision traditionnelles ont un public qui environne les 60 ans d'audience, Netflix est plus orienté vers un public qui va être dans la vingtaine. Et donc, la conséquence de ça immédiate, c'est que leur univers, à ces gens qui ont 20 ans, et même moins, c'est le jeu vidéo. Et c'est avant tout la plus grosse partie de leur activité d'entertainment. Donc, tu ne peux pas faire l'abstraction de cet univers-là quand tu es un producteur aujourd'hui, quoi. Enfin, voilà ce que j'ai à dire sur le sujet, en tout cas. Alors, on a eu un petit problème technique avec Alexandre qui est revenu parmi nous. Donc, on va te repasser la parole, Alexandre. Alors, tu parlais un petit peu des rapports entre la techno et la narration, et je t'avais posé une question sur l'utilisation des outils du gaming dans le temps réel, quoi. Oui, tout à fait. Oui, pardon. Je disais, voilà, ce qui m'avait emmené, en fait, c'est que j'avais des histoires à raconter avec, par exemple, des décors ou bien très chers et difficiles à faire en réel, ou bien très chers et difficiles à faire en fond vert. Et quand j'ai découvert la techno qui avait été utilisée pour Mandalorian, d'une part, j'ai fait des rapprochements avec des technologies immersives que moi, j'avais développées avec des outils qui n'étates pas des outils de jeux vidéo pour le commissariat à l'énergie atomique, qui m'avait demandé, en gros, Matrix, c'est-à-dire en gros... j'espère que là, il n'y a plus de problème technique qu'on m'entend. J'ai coupé la vidéo. T'entends très bien, Alexandre. Ok, j'ai une connexion Internet super instable, donc voilà. Voilà, et donc moi j'avais bossé pour le commissariat à l'énergie atomique avec... on avait envisagé d'utiliser Unreal et Unity, et finalement on ne l'avait pas fait, et on avait utilisé des outils de mapping très souples, un truc qui s'appelle Touch Designer, qui est un truc qui se code en Python ou en C, enfin en C++, qui est vraiment une sorte de langage de programmation dédié à la vidéo, et qui permet de faire des choses vraiment très, très custom et avec des systèmes de tracking, etc. Donc, on leur avait fait tout un machin custom il y a 2 ans pour faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils m'avaient dit « Bonjour, on veut Matrix ». On veut le spectateur rentre dans une pièce, il n'y a pas de casque de réalité virtuelle et pan, il est immergé dans un monde virtuel. Et donc, on m'avait appelé pour mon expertise sur la stéroscopie, en fait. Puis finalement, je m'étais retrouvé à concevoir un peu le système avec Touch Designer. Et en fait, pour la faire en très gros, on faisait 2 trompe-l'œil, un pour chaque œil, qu'on envoyait sur chaque œil. Et comme les trompe-l'œil sont recalculés 25 fois par seconde, quand on se déplace, on a l'impression de se promener en trompe-l'œil. Donc, ça marche assez bien. C'est à peu près l'équivalent, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle un cave sur des systèmes professionnels
utilisé par Dassault Systems notamment pour faire du prototypage. Bon, bref, peu importe. Mais en fait, mon système, c'était vachement sympa, mais ça marchait pour une personne à la fois. Parce qu'évidemment, comme c'est un trompe-l'œil, il n'y a qu'un seul bon point de vue. Et quand j'ai découvert la techno de Mandalorian, je me suis dit, oh putain, les Américains ont pensé au moyen de le commercialiser, parce que moi, j'avais fabriqué une machine à 1,5 million d'euros qui marchait pour une personne à la fois, et que, en fait, au lieu de traquer les deux yeux, ils traquaient qu'un seul point de vue qui est celui de la caméra. Et là, les millions de spectateurs qui sont derrière la caméra voient l'effet. Et donc, je me suis dit, OK, bon, ils ont tout compris, donc je vais créer la boîte. Et donc, du coup, on a fait Neo 7. Mais c'est vraiment parti d'une idée de, voilà, pour faire 1, 2, 3, 4 projets qui sont sur le fond, moi, en tant que scénariste ou en tant que créa, qui sont des projets compliqués en termes de décor, chercher une solution. Et c'est là qui m'a paru être la bonne. Donc, ça, c'est pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie de la question, qui est est-ce que c'est toujours les outils du jeu vidéo? Alors, non. Alors, au début, j'y ai cru. C'est-à-dire que l'année dernière, je me suis vraiment jeté dans Unreal et dans son plugin qui s'appelle NDisplay, qui est vraiment le plugin destiné à faire des LED walls, quoi, enfin, de la technique Mandalorian. Et donc, on en a fait énormément et en fait, on s'est aperçu assez vite des limitations. C'est-à-dire, d'une part, il ne faut pas oublier que il y a une bonne part de marketing dans les vidéos de making-of de Mandalorian, que tous les plans de Mandalorian n'ont pas été tournés en mur de LED. C'est pas vrai, il y a à peu près 30% des plans qui ont été faits comme ça. Après, ils ont aussi fait du réel, ils ont aussi fait de la construction, ils ont fait du fond vert, ils ont tout mélangé en fait pour avoir dans chaque cas la technique la plus adaptée. Et la technique des murs de LED est particulièrement adaptée dans cette série parce qu'il porte une armure qui est très très réfléchissante dans lequel en fait tout le verre se reflèterait, donc ça n'irait pas. Et donc il y a plein de cas dans cette série où ça sert vachement. Et en fait, nous, quand on s'est lancé dans la techno, on s'est jeté dedans en disant waouh, ça va être magique, ça va être dément. Dès qu'on s'est commencé à mettre le nez un peu dedans, on s'est aperçu qu'en fait tout ça était super prototype, il y a un an, il n'y avait aucun manuel, on ne pouvait pas apprendre à faire service. Il fallait contacter les codeurs d'Epic Games et leur dire bon, bah, alors Vitaly, comment on fait quoi en fait. Voilà. Et donc voilà, c'était assez proto. Donc, on a essayé de pousser l'outil au bout et je crois qu'on l'a poussé vraiment au bout, notamment en décembre dernier, où on a bossé, en novembre dernier, pardon, où on a bossé pour Dior, pour faire un énorme défilé de mode pour Dior, où ils nous ont demandé des trucs qui étaient marqués dans le manuel d'Unreal comme étant impossible, c'est-à-dire de synchroniser des vidéos en 4K, il y en avait 18 si j'ai bonne mémoire. Voilà, et bon, il était un peu marqué qu'on ne pourrait pas les synchroniser, etc. On a trouvé des techniques pour le faire quand même. Ça a marché le temps de ce défilé de mode, et pour nous, ce n'était pas suffisamment satisfaisant parce qu'après, on a encore essayé de monter encore un petit peu en niveau. Et là, on vient de faire un film pour Netflix, qui est le nouveau film de Louis Leterrier avec Omar Sy et Laurent Lafitte, qui est la suite de Au-delà du périph'. Bon, voilà, ça s'appelle Les Gassures, mais qui est une comédie d'action un peu blockbuster, avec vraiment beaucoup de budget et une exigence Netflix-esque. Donc, c'était vraiment très très exigeant. Et là encore, on nous a demandé de faire du mapping vidéo. On a poussé vraiment Unreal, je crois, dans ces derniers retranchements pour s'apercevoir que ce n'était pas le bon outil pour faire ça, pour mapper de la vidéo sur plusieurs niveaux avec des décalages perspectives, etc. Ce n'est pas le bon outil. C'est un outil parfait pour faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du Mandalorian, c'est-à-dire vraiment des décors de jeux vidéo avec des décalages perspectives dedans, mais pour faire du mapping vidéo, notamment pour faire ce qui a été fait pour The Irishman, ce qui a été fait pour Joker, pour des films comme ça, c'est-à-dire pour faire du travelling voiture, c'est-à-dire des personnages qui discutent dans une voiture ou qui font une scène d'action dans une voiture, une scène de cascade dans une voiture, c'est ça qu'on a eu à faire pour Netflix, on a eu à faire de la grosse cascade lourde avec 2 voitures qui se rentrent dedans, etc., tout ça devant les murs de LED. On a vraiment essayé, on a poussé, je crois, vraiment le moteur dans ces derniers retranchements ça va pas. Donc là, on a rebasculé, bizarrement, sur les outils que j'utilisais pour le commissariat énergie atomique, c'est-à-dire sur Touch Designer et sur d'autres types de logiciels de mapping. Donc, et ça aussi, ça prend en compte le tracking. Voilà, ça s'utilise différemment. C'est un peu comme toujours, il y a différents types d'utilisation. Chaque outil sait très bien faire sa spécialité. Mais voilà, on a un peu l'impression que pour faire du mapping vidéo, utiliser Unreal, c'est comme utiliser un marteau pour essayer de tourner une vis, quoi. C'est-à-dire que c'est possible, mais c'est pas simple, quoi. Donc, c'est pas. Puis en fait, avec un tournevis, ça marcherait mieux, en fait. Donc, au bout d'un moment, on a pris un tournevis. Ouais. On dit, oh, c'est marrant, ça tourne tout seul. Voilà. Donc, et donc là, ça marche assez bien. Merci, Alexandre, pour cette main. Donc, au niveau technologique, c'est pas simple. Et question à Raphaël, alors sur ce que disait tout à l'heure Sébastien. Finalement, au niveau des codes narratifs, adapter un film en jeu vidéo, un jeu vidéo en film, ça ne se fait pas comme ça. Et pourtant, moi qui suis un crétin heureux, en tout cas de nous deux, c'est moi le crétin heureux, si vous voulez, quand moi je lis les chiffres, quand on me dit que 3,6 milliards d'humains jouent à des jeux vidéo, que 40%, si vous voulez, voilà, des humains jouent aux jeux vidéo et qu'en France, ils sont 37 à 38%,
Je me dis, oulala, le marché est huge, c'est mindé, je veux un jeu vidéo en film ou je veux un film en jeu vidéo. Est-ce que c'est si compliqué, Raphaël, de faire les deux? Faire des adaptations, je vais vous parler des adaptations en fait. C'est que il y a longtemps, on a commencé des adaptations de jeux vidéo, une des plus mauvaises étant Mario, dans les années 80. D'accord. Avec Bob Hoskins en Super Mario. Ouais. Exactement. Ça doit être moche, ça, ouais. C'était une catastrophe. Et il y a eu un changement il y a une tendance qui s'est inversée qui consiste aujourd'hui pour les créateurs de jeux vidéo, les développeurs ou les éditeurs, à se dire j'ai une propriété intellectuelle, comment est-ce que je peux en tirer le maximum de profit? Et je vais prendre l'exemple d'un projet sur lequel j'ai travaillé. Riot Games a un jeu qui s'appelle League of Legends. Riot Games, c'est un chiffre d'affaires de 1,8 milliard par an, à peu près. Une petite PME. Donc, c'est peu. Et Riot Games, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, on va faire une série qui va s'appeler Arcane sur League of Legends. Et on va la financer nous-mêmes. Et on va la vendre à une plateforme de streaming. On ne sait pas encore laquelle, mais on sait que de toute façon, ça va fonctionner parce qu'on leur apporte tous les joueurs qui sont des spectateurs potentiels. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, je crois, en novembre, Arcane va sortir sur Netflix. Donc, quand on a, on va dire, des entreprises comme ça qui pensent en 360, je pense qu'on a des chances que ça marche. Bandai Namco commence aussi à travailler là-dessus. On a vu qu'il y avait une association aujourd'hui entre Nintendo et Illumination pour faire Mario Bros en film d'animation. Je pense qu'il y a des nouvelles tentatives pour ramener le jeu vidéo sur le petit écran ou sur le grand écran. On va voir ce que ça donne. C'est un marché avec Sonic qui, au départ, partait très très mal et finalement, ça a été un beau succès. Il y a d'ailleurs une suite qui est faite. Si je peux me permettre, il y a quand même un vrai problème, c'est que même si tu as une base d'audience qui est colossale, et effectivement, ça paraît assez logique, et je pense que le 360 dont tu parles, c'est exactement la direction qu'il faut prendre en termes de marketing, mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a un vrai souci de qualité d'écriture, et que ça peut complètement avoir un impact rétroactif. Je te rejoins parce qu'il y a un exemple flagrant, mais alors cinglant, qui a été fait par le jeu de la boîte de jeux vidéo du Nord, là, qui a fait Ankama, voilà, merci, Ankama, avec son jeu Dofus, voilà, Dofus. Et alors, ils se sont dit exactement ça. On a une masse de joueurs qui vont devenir une masse de spectateurs. Et ils ont tout fait en occlusion, c'est-à-dire ils ont fait leur propre film, nous on sait faire, voilà, on est des champions, on va y arriver. Et ils se sont, mais vautrés, ça a été un énorme plantage. Nous on a assisté mais au plantage avec la première au cinéma, mais c'était une catastrophe, quoi. C'était une catastrophe. C'est sans pitié. C'est sans pitié, c'est-à-dire que quand tu as affaire à des gens qui adorent le sujet, tu ne peux pas te permettre de taper plus bas que ce qui était la promesse initiale. C'est aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire que le vrai souci est un souci d'écriture et de légitimité par rapport au sujet. Et quel que soit le problème, quand tu vas aller d'un film qui va devenir un jeu ou un bouquin ou n'importe quoi d'autre, il faut toujours que tu gardes en tête que si tu tapes en dessous de ce qui est attendu par ton public, ça peut être extrêmement néfaste, y compris d'ailleurs pour l'IP initiale. Donc je pense que d'ailleurs ça a été sur James Bond un des gros soucis, et c'est pour ça que les Brocolis ont fait énormément de travail pour protéger leur IP. Mais c'est vrai à tous les niveaux, ça. C'est une vraie réflexion de fond sur l'écriture. Pardon, excusez-moi. Ouais, non, mais c'est-à-dire la discussion est très riche. Hein, on aurait pu parler de bien des choses encore, hein, notamment du rapprochement qu'essaie d'effectuer depuis plusieurs années le cinéma par rapport aux jeux vidéo en augmentant la vitesse de défilement de ces images. Hein. Il y a eu plusieurs cinéastes qui se sont intéressés à ça, comme Peter Jackson ou Ang Lee. Mais bon, le débat est riche et on ne le bornera pas à ces 50 minutes que durait ce débat. Donc, on va aller vers la fin et on va vous demander, on va faire un dernier petit tour de table et de donner un petit peu un mot de conclusion, chacun d'entre vous, rapide, hein, en 20-30 secondes, pas plus.
Oui, alors à tous les quatre, effectivement, c'est vrai que cette matinale, enfin cette table ronde aurait pu durer une matinée, mais on comprend qu'il y a une troisième voie. C'est pas si simple, cinéma et jeux vidéo. Donc en fait, un petit peu l'invention d'une troisième voie s'impose peut-être. Donc un mot là-dessus peut-être pour chacun. Comment vous voyez le faisceau actuel? Est-ce que globalement il y aura plus de films adaptés de jeux vidéo, ou est-ce que globalement on va rester sur des marchés qui sont assez distincts? On commence par, Xavier. Moi, je dirais qu'on a tous le fantasme, quand on est avec une IP, de pouvoir la transcender vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je pense que tous les réalisateurs ou tous ceux qui détiennent, je dirais, la propriété d'un film veulent aller vers le jeu, forcément, et vice-versa. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais surtout, soyons humbles. Enfin, moi, c'est plutôt ça que je dirais. C'est de faire appel à des vrais spécialistes de la narration pour le film quand il s'agit de studios de jeux vidéo qui veulent aller vers le film, et vice-versa, ceux qui sont dans le film fassent appel à des vrais studios qui vont aider, et des créatifs du jeu qui vont aider peut-être un film à émerger sur un jeu. Donc, moi, je dirais, soyons humbles des deux côtés. Essayons de travailler avec les meilleurs spécialistes dans chaque domaine pour que, effectivement, il y ait des réussites qui arrivent et qui aboutissent. Et heureusement, il y en a certaines. Voilà. Alexandre. Pas ton son, Alexandre. Ouais. Pardon. Oui, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'au fond, le plus important, c'est l'histoire et ses personnages. C'est-à-dire que quand on fait un film, il faut que les choses soient centrées autour du film, et quand on fait un jeu vidéo, que ça soit centré autour du jeu vidéo et pas autour des technos, machin. Mais je crois que ça a été dit un peu plus tôt, les grandes révolutions artistiques dans le cinéma, en tout cas, je connais moins l'univers du jeu vidéo, ont toujours été apportées par des révolutions technologiques, en fait. Hein. La nouvelle vague, c'est la caméra portable, le Nagra, enfin, voilà, c'est vraiment des révolutions technologiques avant tout. Et là, on est en train de vivre une révolution technologique qui est très, très importante, qui est l'éruption des techniques du gaming, des techniques temps réel dans la fabrication des films de cinéma. Et ça change beaucoup parce qu'il y a des coûts qui vont descendre énormément. C'est-à-dire que maintenant, on peut se permettre, avec une combinaison mocap pas chère, un ordinateur de gamer solide, mais pas plus, et puis du temps et un petit fond vert, de faire tout un film en fait avec des moyens vraiment très très légers, parce que le rendering, c'est du temps réel, on peut faire de la prévise, on peut faire des tas de choses, voilà, avec des techniques qui sont beaucoup plus légères. Donc je pense que là, dans les années qui vont venir, on va voir, et je pense qu'il y a des étudiants d'ISART ou d'autres étudiants qui vont sortir et faire des courts-métrages, et il y en a forcément qui va se dire, maintenant qu'on sait faire un court, on va faire un long, en fait, et qui vont faire des longs-métrages en Unreal ou en Unity, voilà, avec des techniques de gaming qui commencent à vraiment avoir beaucoup de gueule visuellement, et qui, de toute manière, même si elles ne sont pas totalement photoréalistes, elles sont dans des codes que tout le monde connaît, on l'a dit, c'est les codes du jeu vidéo. Donc voilà, quand on voit des séries récentes de Netflix, je pense à Le Prince des Dragons, qui est une série en dessin animé, mais qui est de l'image de synthèse, mais du cel shading. Donc voilà, on dirait un petit peu du dessin de 2D. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé que c'était fake Unreal. Je me suis dit, genre, mais en fait, c'est fake Unreal. Les mecs sont hyper bons et c'est fake Unreal. Alors, c'est pas du tout fake Unreal, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on n'en est pas loin. Dans 2-3 ans, avec la sortie de Unreal 5, on va avoir ça. On va avoir des outils technologiques qui nous permettent de faire une révolution artistique et qui vont forcément, parce que le goût du public va dans cette direction-là, aller vers une convergence jeux vidéo et cinéma ou plateforme. Bonne nouvelle. Merci. Bonne nouvelle. Merci, Alexandre. Raphaël, le mot de la fin. Très court, hein. Oui, moi je veux juste rebondir sur les nouvelles technologies. On sait qu'aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont faites avec des casques, avec des électrodes qui analysent les signaux électriques du cerveau. Et avec le temps réel, je pense que d'ici quelques années, on va voir les scénarios de jeux vidéo qui vont évoluer, qui vont être écrits en temps réel avec des analyses de données, et pour qu'on puisse écrire le jeu en fonction de ce qu'on veut que le joueur ressente. Et je pense que ça pourra aller très très loin d'ici quelques années. Très bien. Et Sébastien, tu conclus. Alors désolé que ce soit moi qui conclue sur le sujet, parce que je pense que j'entends tout ce petit monde qui a une tonne de bonnes raisons évidentes de voir dans l'opportunité du jeu vidéo l'avenir du cinéma, ou en tout cas pour le sujet qui nous concerne,
la capacité qu'on aura à raconter de belles histoires. Moi, j'ai vu effectivement que la technologie apportait énormément sur notre capacité à écrire, mais toutes ces opportunités-là, elles sont vraiment, en ce qui concerne le cinéma et la télévision, elles sont vraiment limitées par notre capacité à inventer, à écrire. Sans une belle histoire, de toute façon, on aura beau avoir toutes les technologies du monde, ça changera rien du tout. Et c'est souvent le problème. C'est-à-dire qu'on a une bombe atomique maintenant en termes d'outils. Il faut qu'on ait les auteurs qui vont avec. Voilà. Parfait. C'est bien ça. Le crétin heureux C'est une que belle je suis. conclusion. Oui, absolument. Le crétin heureux que je suis cherche désormais un scénariste. Merci encore à tous les quatre. Merci Raphaël Curula, merci Xavier Roussel, merci Sébastien Janin, merci Alexandre Sodinos d'avoir été avec nous sur cette matinale. J'ai beaucoup apprécié personnellement. Ouais, c'était très intéressant et même un peu frustrant dans la limite de temps qu'on avait. Mais effectivement, un grand merci à vous quatre pour avoir largement enrichi le débat ce matin et puis pour avoir pris sur votre temps pour être avec nous, quoi, tout simplement. Merci encore, j'espère à bientôt. Voilà, et on rend l'antenne tranquillement. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. À vous les studios, à vous Cognac G. Ouais, Cognac G qui est à Cannes, hein, on a délocalisé Cannes. Bravo, hein, vraiment on se régale, on s'est régalé avec Cap ce matin, on se régale avec vous. Alors on va tenter un nouveau truc là maintenant mes amis, parce que vous restez au boulot les amis. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer, donc on coupe fin du live, on se retrouve dans 4 minutes exactement. Et là on va être totalement digitalisé en lien avec nos amis de Laval Virtual. On va voir la tronche de vos avatars. J'espère que ça sera rigolo. À tout de suite, en tout cas la qualité sera là et on a un super casting. À tout de suite.